RFI, grand reportage, Laurent Sadou. L'artisanat, c'est le moteur de l'économie française. Il rassemble près de 3 millions d'actifs partout en France. Le secteur dépasse aujourd'hui le cap des 920 000 entreprises présentes dans les secteurs de l'alimentation, du bâtiment, de la production et des services. L'artisanat embauche chaque année des dizaines de milliers de personnes, devenant ainsi créateurs et générateurs d'emplois. Avec le renouvellement des générations, 500 000 chefs d'entreprise seront à remplacer dans les 10 prochaines années. L'artisanat, 250 métiers d'avenir. Grand reportage signé Altine Lazage. Altine que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure. Adrien Ancel fait partie de ceux qui ont voulu changer de métier et pas n'importe lequel. Diplômé en finance, il a travaillé pendant 10 ans comme auditeur à l'inspection générale d'une grande banque. Adrien fait un virage à 180 degrés en devenant ébéniste pour trouver épanouissement professionnel et personnel. Aujourd'hui, artisan, il usine et fabrique du mobilier sur mesure depuis 3 mois à Paris. J'ai changé de métier parce que je cherchais vraiment, véritablement, un métier qui avait du sens, qui était concret, qui avait des valeurs que je ne trouvais pas personnellement dans la banque, et un métier pour lequel je puisse créer de la valeur, un métier manuel. Et donc en fait, assez naturellement, ma reconversion s'est orientée vers un métier d'artisanat d'art, qui est celui de l'ébénisterie. Donc je me lève tout le matin en disant quelle chance et quelle joie j'ai d'être artisan. J'ai pas le salaire que j'avais avant, mais j'ai un plaisir de travailler tous les jours, et ça n'a pas de prix. Apprendre un métier en étant payé, c'est possible avec l'apprentissage. Chaque année, les entreprises artisanales accueillent 200 000 apprentis, ce qui a permis à Adrien de devenir ébéniste. Assez vite, à partir du moment où j'ai su que je voulais être ébéniste et que j'allais me donner les moyens d'y arriver, j'ai été voir ce qui existait en termes de formation pour adultes. Donc j'ai appelé plusieurs centres et j'ai choisi une formation très pratique. 6 mois de formation en menuiserie, j'ai passé mon CAP de menuisier, et puis 6 mois de formation en ébénisterie. On était vraiment tous sur des établis à apprendre les tenons mortaises classiques avant de pouvoir passer aux machines. Donc j'ai fait une formation d'1 an, passé 2 CAP, et puis j'ai fait 1 an de stage chez des grands ébénistes du Faubourg Saint-Antoine. Et puis ensuite, il m'a fallu à peu près 1 an pour monter mon projet et ma propre structure. Les chambres de métiers de l'artisanat organisent l'ensemble des formations. Elles préparent aux différents diplômes de l'artisanat, du certificat d'aptitude à la licence professionnelle. En effet, il n'existe pas moins de 750 formations différentes fondées sur l'acquisition de compétences en situation d'emploi. Benjamin Trantadu, apprenti, suit une formation au Centre national des arts et métiers. Son projet, créer une entreprise artisanale en lien avec la fleuristerie. Content de sa formation, Benjamin explique son concept. Mon concept, c'est de monter donc une fleuristerie offrant des cours d'art floral à mes clients et aussi la possibilité d'acheter des bouteilles de vin. Pendant 8 mois, en fait, on va avoir des cours sur la négociation, sur la vente, sur le management, le marketing, la gestion, faire un business plan, enfin tout ce qui est relié donc à la gestion d'un magasin et comment mieux le développer. Cette formation peut me donner énormément d'acquis lorsque j'aurai le magasin, donc une formation qui peut vraiment aider beaucoup d'apprentis s'ils veulent vraiment monter leur boîte. Nous sommes dans l'atelier de Capucine Cassaigne à Vaucresson, près de Paris. Comme Adrien Ancel, elle a changé de métier du jour au lendemain il y a 2 ans. Capucine a travaillé pendant 8 ans comme responsable du partenariat à la Fédération française de tennis. Aujourd'hui, elle travaille le fer et fait des meubles. Déjà, j'avais toujours eu une passion pour le mobilier, pour le design et pour l'agencement des espaces. Et puis, j'avais besoin d'un lit pour ma fille que je ne trouvais pas, avec des dimensions particulières. Donc, je l'ai fabriqué. Et puis, j'ai fabriqué aussi un bureau pour mon autre fille. Et puis, de fil en aiguille, on m'a demandé plein de choses, une table, un buffet. Et j'ai été pris là-dedans. Et je me suis
avec les commandes que j'avais, je pouvais pas faire les deux métiers en même temps, et donc je me suis dit que j'allais tout arrêter pour faire ça parce que j'étais passionnée par ça. Elle a pris un virage à l'aveugle, comme elle le dit. C'était un petit peu effectivement angoissant. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets dans la vie, et je me suis dit que si jamais je le faisais pas, je le regretterais toute ma vie. Je sais à 6 mois ce que j'ai à faire, mais en septembre, j'ai pas de visibilité dans un an, donc de toute façon, c'est un métier super angoissant. Et aujourd'hui, les affaires marchent pour elle. J'ai beaucoup de projets qui sont tombés en 6 mois, et puis j'ai rencontré beaucoup de gens, des décorateurs, des architectes qui me font travailler, et puis le bouche à oreille fonctionne très très bien. Donc là aujourd'hui, je suis en vente à la galerie Géraldine Bagné à Paris et à Cannes dans la galerie Art Contemporain. Une réussite qu'a connue aussi David Morales. Après avoir travaillé comme gendarme, David crée son entreprise artisanale de plâtrerie à Ancos-les-Thermes, au pied des Pyrénées. Il nous explique les raisons qui l'ont poussé à changer de profil. J'étais malheureux parce que les gens m'aimaient pas, puis je me sentais pas bien, il y avait un manque de liberté totale. C'était une époque où un gendarme avait 1 jour et demi de repos par semaine. Et à la sortie, j'avais pas le temps de faire autre chose qu'être gendarme, et pour moi la vie c'était autre chose. Et je me suis tourné vers l'artisanat et vers un métier manuel parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des choses de mes mains. Donc du jour au lendemain, j'ai posé un congé sans solde, j'ai pas pris trop de risques. Et je me suis installé, j'ai commencé à faire des cheminées. Et alors là, je m'éclatais. Les journées, elles étaient pas assez longues pour faire ce que j'avais à faire. Et j'étais heureux parce que quand vous faites des cheminées ou quand vous faites des plafonds, des cloisons, quand vous créez un peu des choses pour les gens, vous créez un peu leurs rêves et vous les rendez heureux. Et à la sortie, ils sont heureux. Et j'avais fait le bon choix alors que le premier choix que j'avais fait, c'était pas le bon. Voilà, c'est tout. J'avais de plus en plus de clients, donc tout seul, j'y arrivais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embauché un ouvrier. Et puis ça a continué à bien fonctionner. J'ai embauché un 2e ouvrier et un 3e. J'avais encore plus de travail, donc j'ai encore embauché des salariés. Et j'en suis arrivé à une dizaine de salariés avec pratiquement un temps plein pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est organisation de chantier, tout ce qui est gestion de l'entreprise. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exige des trésors satinés. L'artisanat, comme d'autres secteurs économiques, a subi la crise, mais a mieux résisté. François Moutot est directeur général de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. La particularité de ces entreprises, c'est d'être fondées sur une proximité très grande entre le chef d'entreprise et ses salariés, et également une proximité très grande entre le marché, les clients et le chef d'entreprise. Cela explique en partie qu'en période de crise, il y a possibilité de faire vivre ces entreprises alors que d'autres échouent. D'abord parce qu'elles ont des contraintes de fabrication qui sont très courtes, donc des adaptations beaucoup plus faciles à obtenir. D'autre part, elles ont une maîtrise de leur capital qui leur permet de ne pas avoir à rémunérer des capitaux et avoir des difficultés en période de crise. Et puis, il faut le dire, il y a une conscience du chef d'entreprise de faire vivre son entreprise, ses employés, et il peut éventuellement restreindre son revenu à lui pour continuer à avoir ses employés. Ce qui explique en grande partie le fait que nos entreprises ont bien vécu dans la crise. Le bâtiment a été le secteur le plus touché. David Morales raconte comment il a fait face à la crise. Le problème, c'est que le travail a manqué. De moins en moins de travail. À une époque, on avait 7-8 mois de travail devant nous. On s'est retrouvé des fois 15 jours, 3 semaines de travail. Et économiquement, on a réussi, nous, à s'en sortir parce qu'au niveau des prix, on a décidé, alors ça n'a pas été facile, de pas baisser les prix, de pas faire n'importe quoi. On a trouvé, comme il y avait beaucoup moins de travail, on s'est retrouvé psychologiquement dans une situation où on voyait pas trop comment allait être à l'avenir. Et alors, on sort tous les outils qu'il faut quand on dit qu'il faut aller voir les gens, quand on dit qu'il faut faire des commerciales, qu'il faut aller voir les architectes. Et voilà, on en fait 2 fois plus et on finit par avoir des chantiers, on finit par avoir du travail. On joue un peu les amortisseurs sociaux dans ces cas-là. C'est difficile, on se serre les coudes, on fait travailler les gens pour le compte de l'entreprise sans gagner d'argent, on leur donne les congés, on travaille un peu moins. C'est pas évident. C'est ça la richesse de l'artisanat, maintenir et générer de l'emploi. François Moutot. Aujourd'hui, on voit que de nombreuses entreprises sont gérées sur des intérêts capitalistiques et débauchent. Le CAC 40 en France a diminué d'environ 60 000 emplois au cours de ces 6 dernières années.
Parallèlement, l'artisanat, lui, a créé 60 000 emplois, alors que nous représentons des masses de salariés à peu près équivalentes. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas à rémunérer le capital, nous cherchons à rémunérer le travail, et que c'est une source de développement dans des niches professionnelles de plus en plus grandes, et c'est la raison pour laquelle nous continuons à créer des entreprises, nous continuons à créer des emplois, et nous continuerons pour un bon moment. Le problème qui reste à résoudre aujourd'hui pour l'artisanat en général et le bâtiment en particulier est le manque de la main-d'œuvre qualifiée. Les maçons, plâtriers, charpentiers font partie des professionnels les plus difficiles à trouver. Patrick Liebu est président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Il met en cause le système de formation. Il y a, de la part du système d'orientation en France, un manque flagrant d'accompagnement et d'orientation vers les entreprises du secteur du bâtiment. L'orientation est en fait de telle façon que l'on amène des jeunes à avoir des diplômes très importants, et on voit très bien que la catégorie de ces jeunes se retrouve très souvent au chômage, puisque 23% des jeunes se retrouvent au chômage actuellement, ce qui est dramatique. Et nos activités pourraient devenir plus attractives à condition qu'on veuille bien en expliquer tous les tenants, les aboutissants. Dans nos entreprises, les salaires sont d'un très bon niveau. L'apprentissage et l'alternance est un bon moyen d'aborder et d'approcher les entreprises du secteur du bâtiment. Mais malheureusement, l'orientation telle qu'elle est faite actuellement n'est pas suffisamment orientée vers les métiers qui sont les nôtres. C'est pas le travail manuel, c'est pas les gens qui n'aiment pas, c'est la notion de la société française, parce que c'est pas dans tous les pays pareil, c'est l'idée et l'image des travailleurs manuels dans la société française qui fait qu'on ne pousse pas les jeunes vers nos métiers parce que c'est pas bien. L'idéal d'un enfant, quand c'est son enfant, c'est de l'envoyer vers un métier où on est bien habillé. Il y a beaucoup de gens qui font des formations, qui ont le bac, qui se retrouvent à l'université et qui après cherchent du travail parce qu'ils ont rien. J'ai plein de cas autour de moi. Les gens qui se dirigent vers les métiers manuels, à la sortie, ils ont du travail. Autre défi auquel sont confrontées les entreprises artisanales, le manque de repreneurs. Patrick Liebu explique l'ampleur du problème. On est dans la période où le papy boom a été enclenché. Donc beaucoup d'entreprises artisanales qui sont actuellement dirigées par des chefs d'entreprise qui ont entre 55 et 60 ans vont être accédés dans les 5 ans et dans les 10 ans pour certaines de ces entreprises. Il va y avoir un très grand nombre de départs et de disparitions d'emplois par rapport au fait que les personnes vont prendre leur retraite. Donc il faut renouveler les entrées dans notre secteur. On doit avoir dans les 10 années qui viennent, c'est 80 000 personnes qui vont quitter le secteur, donc qui sont à réintégrer. Mais tous les ans, vous avez actuellement environ 30 à 40 000 personnes qui quittent le secteur, donc il faut renouveler. En ce moment, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons besoin en recrutement dans nos entreprises pour pouvoir fonctionner dans nos entreprises entre 60 et 70 000 emplois que nous devons créer très rapidement dans nos entreprises pour pouvoir pérenniser le fonctionnement de nos entreprises. Comme les grandes entreprises, celles de l'artisanat, malgré leur petite taille, exportent leurs produits. En 2010, 600 entreprises artisanales ont été accompagnées à l'export par les chambres de métiers de l'artisanat. Ces établissements organisent même en France des formations pour les étrangers. François Moutot. Nous accueillons des stagiaires de tous les pays d'Europe et voire même du monde. Nous allons aussi mettre en place des universités des métiers qui vont permettre d'avoir des formations de haut niveau ouvertes sur le monde entier et notamment par une implantation internationale à New York dans un premier temps. Parce que nous pensons que les savoir-faire français doivent être connus du monde entier et puis aussi que nos artisans doivent connaître l'ensemble des marchés du monde pour pouvoir exporter. Gilles Véraud est charcutier traiteur à Paris. Habitué de récompenses prestigieuses, il a répondu en 2008 à un célèbre chef new-yorkais pour fabriquer toute la charcuterie du bar Boulu. Janvier 2008, où nous avons ouvert un bar à vin avec Daniel Boulu, donc qui se trouve sur Broadway, en plein Manhattan, dans un quartier assez chic. C'est un wine bar, donc avec une carte de charcuterie qui représente à peu près 50% de la carte globale du restaurant. Alors en fait, je n'exporte aucune matière première, j'exporte mon savoir-faire et assez fréquemment mes chefs ou mes salariés. Et c'est une collaboration qui a déjà donné naissance à un deuxième restaurant dans New York en juin 2009, qui est une brasserie et qui a un très très beau succès, mais qui cette fois est plus sur la charcuterie chaude, donc on décline des saucisses du monde entier avec des recettes
le plus près possible de la réalité, de la vraie recette de chaque pays. Donc il y a à peu près 15 pays différents représentés. Et depuis avril 2010, nous travaillons aussi avec Daniel Boulu à l'hôtel Mandarin à Londres, toujours pour un bar à vin, toujours avec la même gamme de charcuterie que dans le premier établissement à New York. Les exportations des entreprises artisanales françaises représentent plus de 6 milliards d'euros. Les secteurs du luxe et de l'innovation font, plus que d'autres sans doute, rayonner le savoir-faire français à l'international. L'artisanat, 250 métiers d'avenir. Un reportage d'Altine Lazage. Réalisation Guillaume Munier. Altine Lazage, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce grand reportage au cours duquel vous nous montrez les avantages, mais aussi les problèmes et les défis de l'artisanat. Mais qu'est-ce qu'un artisan, au juste ? C'est un chef d'entreprise qui investit sur son savoir-faire. Il doit exercer une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation, de prestation de services relevant de l'artisanat. L'entreprise qui crée doit générer l'essentiel de son revenu de la vente de produits et de services issus de son propre travail. L'artisan doit aussi être économiquement indépendant. Son entreprise doit intervenir pour son propre compte et non pour celui d'une autre personne morale ou physique. Lors de la création de son activité, l'artisan ne doit pas employer plus de 10 salariés. Alors le reportage montre aussi que le secteur de l'artisanat accueille chaque année à peu près 200 000 apprentis, une activité qui apparemment est amenée à se développer plus encore. Oui, car cette semaine, justement, le gouvernement et les chambres de métiers de l'artisanat ont signé une convention s'engageant à former à l'horizon de 2015 50 000 apprentis supplémentaires. Autre nouvelle très importante, dorénavant, tous les apprentis auront accès aux facilités des CROUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Donc, ils auront les mêmes avantages que les étudiants universitaires à partir du septembre prochain. Ils auront ainsi accès aux restaurants universitaires, au logement des CROUS et aux tarifs réduits dans les salles de cinéma. Le coût de ces mesures est estimé à 20 millions d'euros par an. Il sera assuré par le gouvernement, dont l'objectif est de revaloriser l'image de l'apprentissage. Alors pourquoi l'artisanat est-il présenté justement comme un secteur d'avenir ? C'est surtout un secteur d'avenir en termes d'emploi. Par exemple, dans l'artisanat du bâtiment, 91% des entreprises maintiendront leur niveau d'emploi, tandis que 6% ont exprimé la volonté d'embaucher des salariés supplémentaires pour le premier semestre 2011. C'est aussi un secteur d'avenir car dans l'artisanat, l'évolution sociale est très importante. Du moment où on entre dans l'artisanat, on peut devenir vite un salarié hautement qualifié. On peut aussi reprendre une entreprise, créer une entreprise, donc c'est un secteur où l'ascenseur social fonctionne particulièrement bien. Pour les jeunes qui recherchent de l'emploi, pour les personnes au chômage qui voudront se réinsérer dans le monde du travail, les activités de l'artisanat correspondent vraiment à des évolutions de carrière importantes. En plus, les rémunérations y sont largement plus élevées que dans d'autres secteurs économiques. Alors à la fin de votre reportage, on parle de l'exportation. Quels sont les métiers de l'artisanat français qui exportent à l'étranger ? Les métiers d'art, habitat, décoration, art de la table ou restauration du patrimoine. Le secteur de l'alimentation, comme les produits biologiques, la restauration, la chocolaterie, la boulangerie, etc. Et enfin, tous les métiers du secteur du luxe et de l'innovation pour lesquels la France est connue dans le monde entier. Aujourd'hui, le niveau des exportations du secteur de l'artisanat est supérieur à 6 milliards d'euros, mais ce chiffre n'intègre pas le commerce intracommunautaire tombant sous le seuil de 150 000 euros. D'ailleurs, le nombre d'emplois générés par les exportations dépasse les 50 000. Ce sera le mot de la fin, Altine Lazage. Merci beaucoup. Au micro, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses.